J'étais milliardaire à 24 ans, SDF à 25. Donc c'est vrai qu'en 18 mois, passer de très haut à très bas. À l'époque, les sites web, je les vendais à $1 million. Un site web? Ouais. Aujourd'hui, ça vaut 500 €, aujourd'hui, un site web. 1 000 €. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Christophe Conticello, a.k.a. The Beast. Par son abnégation et sa résilience, il a gravi les échelons et est devenu CEO d'une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars à seulement 24 ans. Cependant, il s'est pris de plein fouet plusieurs crises économiques du 21e siècle, ce qui l'a même poussé à devenir SDF à un moment donné. Mais il a toujours su se relever et aujourd'hui, il dirige une multinationale en train de révolutionner le monde du travail. Dans ce podcast, vous découvrirez les enseignements d'un entrepreneur qui a toujours su se relever et briller de mille feux tel un phénix. Je vous souhaite un bon visionnage. On ne faisait même pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on allait faire 85-86 millions et on était valorisé 10 milliards. Aujourd'hui, ce qui paraît hallucinant, ce qui paraît même presque la mythomanie, presque de dire 10 milliards, mais à l'époque, c'était possible. On devait faire une grosse levée de fonds qui devait être à l'époque une des plus grosses levées en Europe. Et malheureusement, c'était le 18 septembre 2001, le closing. Une semaine après les attentats. Et j'avais fait une petite inauguration d'ailleurs pour la petite histoire à Place Vendôme à Paris. Du coup, je me suis retrouvé seul, juste avec un investisseur qui est venu. Pour me dire toutes mes condoléances. En gros, au final, c'est terminé. 3 semaines après, je faisais faillite. Et 1 mois et demi après, on venait me saisir ce que j'avais chez moi. Et du coup, je me retrouvais à la rue. À un moment, ça va tomber, c'est sûr. Parce que dans la vie, c'est des hauts, des bas. Je connais personne qui a eu un moment qui était en haut et qui n'est pas tombé. Tous les entrepreneurs que je connais, j'en connais des dizaines, voire des centaines. Tout le monde a des emmerdes et tout le monde a eu des hauts et des bas. Pas loupé, on s'est pris la crise des subprimes. Derrière, oui, ça a été dur parce qu'on travaillait en finance. On a mis un genou à terre. Mais derrière, on a rebondi. On est arrivé à refaire surface. Et on est reparti, mais... Moi, je pars du principe que c'est mieux d'apprendre. Je critique pas ceux qui vont passer 8 heures, 10 heures ou 12 heures sur la PS4, c'est leur histoire. S'ils aiment ça, qu'ils continuent. Mais moi, en fait, ce que je veux pas trop entendre, c'est ceux qui ne font rien, qui critiquent ceux qui font et qui réussissent, et qui ont des ambitions extraordinaires en ne faisant rien. Aujourd'hui, si tu me poses la question, quels sont les marchés d'avenir, je mettrais en tout premier la partie Middle East africain. Donc pour moi, le Moyen-Orient et l'Afrique sont les marchés de demain. La réussite, c'est pas ton idée, c'est ta capacité à exécuter ton idée. Ton idée, c'est 1%. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast. Comme vous le savez, ici nous accueillons des personnes aux parcours inspirants au quotidien qui sont là pour partager avec nous leurs réussites, leurs échecs, mais surtout leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être en compagnie d'un invité au parcours atypique, Jean-Christophe Conticello. Alors bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Tu es un fils de boucher de Marseille, issu d'une grande école de commerce et tes premières expériences dans le business étaient en tant que DJ et organisateur de soirées. Tu as démarré ta carrière à 23 ans en tant que CEO d'une agence web à New York qui à l'époque était valorisée à 10 milliards de dollars, faisant donc de toi un milliardaire. Et puis tu as tout perdu du jour au lendemain à 25 ans. Tel un phénix, tu t'es relevé et aujourd'hui tu es à la tête de Wemanity. Je vais être honnête avec toi, je t'ai connu grâce à cette anecdote. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout cela s'est fait ? Ok, alors c'est vrai que c'est une anecdote qui, d'une part, en tout cas, qui moi m'a beaucoup servi, qui m'a beaucoup appris, et on va dire qui fait vendre, quoi, qui fait le buzz. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais milliardaire à 24 ans, SDF à 25. Donc c'est vrai qu'en 18 mois, passer de très haut à très bas, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire qui a déjà été dite et redite, mais en résumé, voilà, comme tu l'as dit, hein, j'ai co-créé une agence web à New York. On parle en 1998, où il y avait à cette époque-là très peu de sociétés Internet. C'était une des premières agences web au monde. Et c'est vrai qu'en 2 ans et demi, on a eu une croissance hallucinante où j'avais ouvert des bureaux un peu partout aux États-Unis, en Asie, en Australie, en Europe. Et en fait, très vite, on a eu un chiffre d'affaires qui a explosé. Pour le coup, à l'époque, on était rentable, juste rentable, ce qui n'était pas le cas de la majorité des startups de New York et de la Silicon Valley. Et assez rapidement, voilà, avec la croissance qu'on a eue, c'était l'époque, on appelait ça à l'époque des dot-com, quoi. C'est-à-dire que c'était les pionniers qui avaient créé des sociétés. D'ailleurs, il y a un ami qui m'a conseillé un film il y a une semaine que j'ai vu qui s'appelle Auguste.
Okay. C'est un film justement qui retrace exactement ce que j'ai vécu à New York à la fin des années 90, où en gros, ben voilà, très vite, on avait une croissance folle, les sociétés entraient en bourse, et puis ce qui est intéressant, c'est que ben voilà, on a été parmi les premiers. Par contre, les valorisations étaient évidemment trop élevées, surévaluées. Abusé. À l'époque, on faisait même pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on devait faire 85-86 millions, et on était valorisé à 10 milliards, ce qui est aujourd'hui, ce qui paraît hallucinant, ce qui paraît même presque la mythomanie, presque de dire 10 milliards, mais à l'époque c'était possible. Aujourd'hui c'est rare, il y en a encore quand on voit ChatGPT, quand on voit Mistral, il y a en France où les valorisations sont hallucinantes. Donc il y en a encore, mais aujourd'hui c'est assez rare. Et il faut se dire que si on se replace dans le contexte, à la fin des années 90, c'était toutes les sociétés d'Internet. Il y avait des gars qui avaient qui faisaient des business plans sur un coin de table et qui arrivaient à lever 1, 2 ou 3 millions. Aujourd'hui, si tu veux lever 1, 2 ou 3 millions, tu as intérêt à te lever tôt, tu as intérêt à être bon, tu as intérêt à avoir eu un sacré parcours. C'est compliqué. Voilà, c'était vraiment le début de la révolution Internet. Et voilà, et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, la bourse a décroché, il y a eu le crack des dot-com, le crack donc des sociétés Internet, et évidemment, on n'a pas survécu à ce crack-là, donc ça a été très compliqué par la suite. En quelques mois, toutes les sociétés ont commencé soit à déposer le bilan, soit à avoir des cours de bourse qui s'effondraient. Donc nous, du coup, on devait faire l'introduction en bourse en juin 2020. Au final, elle a été décalée en septembre, puis complètement annulée. Donc l'argent, je ne l'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que l'histoire milliardaire à 24 ans, j'étais milliardaire virtuellement, j'ai jamais vu la couleur. Voilà. Parfois, il y en a qui disent « Ah ouais, t'as été milliardaire ». Oui, c'est bien sur le papier, mais je n'ai jamais eu 1 euro de ces milliards-là. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai monté une plateforme de trading dans l'énergie entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Je suis revenu en Europe, qui a très bien marché. Au début, moi, j'ai mis l'argent que j'avais parce que j'avais récupéré un peu d'argent auprès de mon associé, qui m'avait racheté mes parts pour continuer tout seul, parce que la société avait baissé, on n'était pas d'accord sur tous les éléments. Et du coup, je suis parti, j'ai pris un peu d'argent. L'argent, je l'ai mis dans la prochaine société qui s'appelait Nexthouse. Au bout de 6 mois, il a fallu lever de l'argent pour montrer aux investisseurs que j'étais partie prenante et que j'étais à fond dedans. J'ai emprunté de l'argent auprès de la banque parce que j'y croyais. Et puis 6 mois plus tard, on devait faire, fin juillet 2000, on devait faire une grosse levée de fonds qui devait être à l'époque une des plus grosses levées en Europe. Et pour cette levée de fonds, au final, ça a été décalé parce qu'il y avait 1 ou 2 investisseurs qui n'ont pas pu signer les documents fin juillet. Après, il y a eu les vacances. On a dit qu'on faisait ça fin septembre. Et le closing, c'était le 18 septembre 2001. Et j'avais des investisseurs américains, anglais, des pays arabes, Maroc, Tunisie, j'en ai pas mal de pays égyptiens. J'avais vraiment monté un gros tour de table. Et malheureusement, c'était le 18 septembre 2001, le closing, une semaine après les attentats. Et du coup, je me suis retrouvé, j'avais fait une petite inauguration d'ailleurs pour la petite histoire à Place Vendôme à Paris. Je me suis retrouvé seul, juste avec un investisseur qui est venu pour me dire toutes mes condoléances. En gros, au final, c'est terminé. 3 semaines après, je faisais faillite, et 1 mois et demi après, on venait me saisir ce que j'avais chez moi. Et du coup, je me retrouvais à la rue, ce qu'on dit SDF. Après, je n'avais pas en rajouter, j'ai jamais dormi sous les ponts. SDF, c'est-à-dire que je n'avais plus de domicile. Donc j'allais dormir pendant quelques mois chez des amis, chez les uns et chez les autres. J'ai jamais dormi sous les ponts, j'ai jamais dormi dans un bus. Voilà. Mais par contre, oui, ça a été un bon ascenseur ascensionnel. Voilà, où je suis monté très haut, puis je suis descendu très bas. Et puis voilà, et après je suis reparti, j'ai continué. Après, je suis rentré salarié dans une entreprise de conseil qui s'appelle Alten, voilà, comme commercial. Et puis là, j'ai évolué à nouveau, j'ai passé les étapes pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que je rembourse toutes mes dettes. Et quand j'ai payé toutes mes dettes, là, je suis reparti, j'ai recréé une autre société, Adneum, qui est avec 2 associés. Cette société-là s'est développée en 6-7 ans. On a fait de 0 à quasiment 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Près de 1000 employés, voilà, après que j'ai revendu.
Entre-temps, j'avais lancé aussi un incubateur, un fonds d'investissement, j'ai lancé une société dans le développement durable. J'ai aussi eu des aventures aussi, où j'ai été investisseur significatif d'un club de foot, où j'ai monté une marque de vêtements aussi d'ailleurs, qui s'appelle B-Shirt. Voilà, c'est ça que tu portes là ? J'ai encore le Teddy que je porte aujourd'hui, c'était il y a plus de 15 ans. Okay. Voilà, et puis fin 2012, j'ai tout revendu pour créer Wemanity. Okay. Notre métier, c'est tout ce qui est autour de la transformation agile et digitale, avec une vision à 2050 de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, l'innovation et de la coopération. Société que je dirige toujours depuis maintenant 12 ans. Voilà, et qui aujourd'hui représente à peu près un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 600 salariés, France, Benelux, Maroc. Voilà. Ok. Maintenant, moi, la question que j'ai à te poser, c'est à cette époque, à 25 ans, lorsque tu étais valorisé à 4 milliards de dollars, dans quel état d'esprit tu étais ? Est-ce que tu étais vraiment, comme on le voit dans le Loup de Wall Street, en train de faire des dépenses mirobolantes, ayant un lifestyle très exagéré ? Alors moi, j'ai toujours, moi je sais d'où je viens d'un milieu modeste, j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Après, c'est vrai que quand on te dit déjà l'argent, je l'avais pas, donc je pouvais pas dépenser de l'argent que je n'avais pas. Donc c'était virtuel cet argent-là. Donc déjà, je pouvais pas dépenser l'argent que je n'avais pas, j'étais pas milliardaire réellement, voilà. Et d'ailleurs je ne le suis toujours pas et je l'ai jamais été. Des dépenses astronomiques non, parce que dans le lot de Wall Street, ils travaillent en finance et du coup ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils dépensent. Moi à cette époque-là, je travaille tout le temps. Voilà, pour que ça marche. Donc vraiment, je suis en mode, oui, j'ai toujours eu un côté, voilà, où j'ai toujours bien aimé la vie, mais mon sujet principal, j'ai toujours bossé. À l'époque à New York, on m'appelait The Beast parce que je dormais pas. J'avais un futon au bureau et voilà, arrivé à minuit, 1h, 2h du matin, voilà, à 3h parfois ou 4h, je m'endormais 2-3 heures. Après, je me remettais à bosser. J'allais prendre une douche chez moi et je revenais. Donc vraiment, j'ai toujours été toujours beaucoup bossé, acharné et je sais d'où je viens et au final avant cette aventure là j'avais pas d'argent et après j'ai eu de l'argent et j'en ai plus, donc au final je dirais que quand tu sais d'où tu viens ça, en fait ça change rien en fait. Premièrement, après oui c'est bien parce que lorsque c'est toujours mieux d'en avoir, mais après tout est une question de ce que tu as dans la tête aussi, quoi. Et même si j'étais très jeune, au final mon focus c'était faire en sorte que ça se produise et ça ne s'est pas produit, donc heureusement que je n'ai pas dépensé de l'argent que j'avais pas. Après moi tout l'argent que j'ai eu j'ai toujours mis dans l'entreprise. Okay. J'ai jamais fait des dépenses somptueuses non plus, jamais eu de yacht, d'avion, rien. Moi j'ai toujours été voilà, quand je voyage, si possible, je voyage en éco et je connais la valeur de l'argent et tout ce que j'ai en général, je le réinvestis dans les boîtes en fait, parce que je trouve que c'est tellement plus intéressant et puis je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les belles choses, mais à la fois tu peux tout à fait louer des belles choses plutôt qu'aussi les posséder aussi, quoi. Et je ne sais pas si tu connais Nassim Nicolas Taleb, c'est l'auteur des signes noirs. Dans son livre, il décrit les signes noirs comme des événements rares et imprévisibles qui bouleversent tout. Typiquement la bulle Internet ou la crise des subprimes de 2008. Toi, tu as traversé 3 crises au total, si je ne me trompe pas. Même 4. J'ai traversé la crise en 2000, donc l'éclatement de la bulle Internet. 2001. Les attentats du 11 septembre. Ah oui, ok. Ce qui m'a mis à terre ma société, la deuxième société. Troisièmement, les subprimes. Et quatrièmement, le Covid. Ah ouais, ça 4 belles crises dans la tête. Quoi. Le compte, il est lourd. Comment ont-elles redéfini ton approche de l'entrepreneuriat et de la gestion des risques ? Alors déjà, un entrepreneur, moi je parle du principe, la capacité de l'entrepreneur, c'est la capacité à gérer les problèmes. Et à gérer vulgairement, gérer les emmerdes. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a tout le temps des problèmes. Et on voit la qualité de l'entrepreneur, non pas lorsque ça va bien, lorsque ça va pas. Comment est-ce qu'il va gérer les problèmes ? Parce que lorsque tout va bien, tout le monde peut réussir. Et à la fin des années 90, sur Internet, tout le monde réussissait, tout le monde avait ses startups, etc. Après, c'est comment, lorsque tu tombes, comment tu réagis ?
C'est comme moi qui adore le foot, c'est comme dans le foot en fait. À un moment, il y a des clubs qui gagnent tout le temps, et puis d'un coup ils ont une défaite, après ils s'en remettent pas et c'est la descente aux enfers. La capacité, et on le voit par exemple les plus grands attaquants, parce que les attaquants c'est ceux quand même qui vont faire que l'équipe, c'est pas pour rien que c'est eux qui gagnent le plus d'argent et que c'est eux qui en général qui font quand même gagner l'équipe, même si c'est la force de l'équipe, et j'en parle beaucoup. Au final on voit que s'ils se posent trop de questions, après s'il rate un penalty ou une action, après c'est terminé. Donc l'entrepreneur, il y a une petite similitude avec l'attaquant dans une équipe de foot, c'est que c'est aussi celui qui derrière ne doit pas se poser de questions, et à un moment, si il rate un penalty, s'il rate une occasion, derrière il faut très vite qu'il rejoue, et que derrière très vite il retente. L'entrepreneur c'est pareil. C'est-à-dire que l'entrepreneur c'est quelqu'un pour moi qui doit en permanence tenter, et qui doit gérer les risques en permanence, anticiper. Parce que moi, c'est vrai que les 2 premières sociétés qui ont été au tapis, c'est parce que aussi j'étais très jeune, trop jeune aussi, et j'ai pas su gérer les 2 autres crises, les subprimes et le Covid. Et j'ai eu ces crises-là et je suis pas tombé. Parce que tu avais développé des outils qui t'ont permis de t'en prémunir? La première, j'avais l'expérience. La deuxième, justement, c'est souvent ce que je dis lorsqu'on me demande, lorsque je vois des jeunes qui disent « ouais, je veux gagner de l'argent très vite ». Ou des gens qui te disent « ah oui, moi mon rêve c'est de gagner au loto ». Ou des gens qui te disent « oui, moi je veux de l'argent vite ». C'est bien d'avoir de l'argent vite. Mais si demain, quelqu'un de 22 ans, 23 ans, 25 ans, s'il a X millions d'euros sur son compte, mais qu'il ne l'a pas gagné, à un moment, ça va tomber, c'est sûr. Parce que dans la vie, c'est des hauts, des bas. Je connais personne qui a eu un moment qui était en haut et qui n'est pas tombé. Tous les entrepreneurs que je connais, j'en connais des dizaines, voire des centaines, tout le monde a des emmerdes et tout le monde a eu des hauts et des bas. Et en fait, après, il y en a peut-être qui existent, qui n'ont jamais eu de bas, mais j'en connais pas. Tout le monde a eu des hauts et des bas. Xavier Niel encore qui disait il y a 2-3 semaines à l'Olympia, il faut passer par la case prison. Donc ce qu'il voulait dire là-dedans, ça veut dire que d'ailleurs, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et évidemment, ça veut dire qu'à un moment, il y a une ligne jaune, il en parle souvent, il ne faut pas hésiter à la dépasser. Mais derrière, une autre lecture qu'on peut avoir, c'est le fait de se dire, à un moment, on peut tomber, et c'est dans la difficulté qu'on va trouver notre capacité de résilience et notre capacité à remonter. Donc moi, j'ai eu les 2 premières qui m'ont mis au tapis. Derrière, après, je me suis relancé. J'ai pas fait les mêmes erreurs. J'ai pas passé mon temps à lever des fonds. J'ai passé mon temps à générer du chiffre d'affaires rentable. Parce que le plus important, moi je dis souvent, revenues is vanity metrics. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires c'est bien, mais le plus important c'est la rentabilité. Donc au final, j'ai joué la rentabilité. J'ai eu une entreprise saine, j'avais quasiment pas de salaire, ou très peu, mes associés aussi. On a fait en sorte que la société, chaque année, ses bénéfices, on les remettait dans l'entreprise. On n'était pas là en mode « ah oui, on va se faire plaisir parce qu'on gagne de l'argent », c'était en mode « on veut créer une entreprise saine, sur la durée ». Et justement, le jour où il y a une crise, parce qu'il y aura sans doute une crise, on ne savait pas quelle allait être la crise, au moins on pourra perdurer. Et justement, c'est une croissance durable. Ça n'a pas loupé, on s'est pris la crise des subprimes. Derrière, oui, ça a été dur, parce qu'on travaille en finance. On a mis un genou à terre, mais derrière, on a rebondi. On est arrivé à refaire surface. Tu parlais tout à l'heure du phénix, tel le phénix, on a une nouvelle vie, et on est reparti, mais à côté, on s'est adapté à la conjoncture. Mais si on n'avait pas des bases solides, des bases saines, à aucun moment, nous n'aurions pu passer la crise. Or, on avait des bases saines, on avait privilégié la qualité de nos interventions chez nos clients, la qualité de notre personnel, la qualité de tout ce qu'on faisait, et on n'avait pas choisi le chemin le plus facile, on avait choisi le chemin le plus durable et de construire un vrai projet sur la durée. Et c'est justement la construction de ce projet qui a fait que oui, ça a été dur au moment de la crise des subprimes, mais derrière, on a survécu. Et quelque chose aussi que je constate avec toi, c'est que tu as un mental à rude épreuve, un mental très solide. Parce qu'il y a des gens, on le voit souvent avec des traders qui perdent tout du jour au lendemain et qui finissent par se suicider. Mais toi, tu parviens quand même à garder la tête sur les épaules et à regarder vers l'avenir. Tu sais, un jour, on m'a dit une phrase, on m'a dit « c'est bien d'avoir de l'or dans les mains à partir du moment où on a du plomb dans la tête ». Et à un moment, avoir du plomb dans la tête, c'est pas être intelligent ou ultra intelligent, c'est juste avoir les pieds sur terre.
savoir d'où on vient et être capable de construire. Moi, les projets que j'ai, je les construis toujours à long terme, étape après étape. Je suis toujours hyper ambitieux. J'ai toujours une vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans sur les projets que j'ai. Et je n'ai pas une vision à 6 mois ou à 1 an ou à 2 ans. Mon objectif, ça n'a jamais été de m'enrichir. Mon objectif, c'est d'apprendre, d'être meilleur aujourd'hui que ce que j'étais hier et d'avoir des projets que je construis étape par étape sur la durée en connaissant à l'avance ma vision, mes objectifs, mon ambition, les valeurs de ce que je veux mettre. Et du coup, après, si ton idée n'est pas trop mauvaise, ça ne peut que marcher. Si, un autre élément qui est important, si tu as la bonne équipe. L'entourage. L'entourage et la bonne équipe. Pour moi, c'est clé. Aujourd'hui, d'ailleurs, ma force numéro 1, je disais oui, c'est mon mental, mais c'est aussi et surtout mon équipe. C'est parce qu'aussi j'ai su bâtir une équipe au fur et à mesure des années qui est avec moi et qui est prête à mes côtés à tout donner, comme moi je suis prêt à tout leur donner aussi. Et c'est cette équipe qui fait que sur la durée, tu n'es pas seul. Parce que bon, réussir seul, c'est bien, mais au final tu partages la réussite tout seul. Si par contre tu réussis en équipe, ça n'a pas la même saveur. La saveur est bien plus belle. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence sur la durée. Ok. Et j'ai quelques questions à te demander sur les conseils que tu donnerais aux jeunes qui nous regardent. Est-ce qu'on devrait plus sacrifier nos jeunes années pour profiter plus tard ou peut-être trouver un moyen de jongler entre les deux mais forcément en compromettant son futur? Alors déjà, tu vois, si on fait encore la similitude avec les joueurs de foot. Ouais. Tu vas voir des joueurs de foot qui ont 38 ans aujourd'hui, 36 ans. Normalement, la majorité des joueurs de foot, ils s'arrêtent de jouer à 32, 33 ans. Là, les jambes commencent à être plus lourdes et ils commencent souvent à aller dans des clubs moins prestigieux, ils commencent à être sur le banc, très souvent, à partir de 30 ans même parfois. C'est aussi parce qu'il y en a qui vont justement se dire pendant la jeunesse, bon ben c'est bon, l'alimentation je m'en fous, je vais sortir tous les soirs, etc. Et au final je verrai après. Et puis il y a ceux qui se disent, exemple, évidemment on a tous le même exemple de Cristiano Ronaldo, qui à 34 ans, il était toujours en sélection, il était toujours joueur, il était toujours meilleur joueur du monde à 33 ans, à 34 ans, à 35 ans. À un moment, bon, puis après évidemment il a changé de club et de dimension, mais ce qui est sûr c'est que sa vie, c'est une vie très... voilà, Cristiano Ronaldo, on l'a vu dans beaucoup d'interviews, le matin il se lève, il prend un bon petit déjeuner, très sain, il va s'entraîner, il s'étire, il revient, il mange, il fait la sieste, il va s'entraîner. Tout est programmé. Tout est programmé, il s'entraîne un peu plus que les autres, il rentre, il fait des étirements, on le masse, il mange, il se couche. Et puis une semaine dans l'année, il va prendre ses vacances sur le bateau, voilà. Mais il a fait des choix. En fait, dans la vie, il n'y a pas de solution miracle. Chacun doit faire ses choix. Moi, j'ai privilégié, et j'ai toujours privilégié le fait de se dire, d'avoir une ambition à long terme et de se dire, moi, je veux réussir ma vie à ma façon, je suis travailleur, et derrière, si je veux arriver à mes objectifs, oui, il faut que je charbonne. Et oui, je vais charbonner le plus tôt possible, parce qu'à un moment, tu arrives à un âge où je m'étais dit peut-être qu'à un moment j'aurais plus envie de charbonner de la même manière. Bon, c'est toujours pas le cas parce que j'adore toujours ça. Et surtout à un moment, je me dis c'est bien de tout donner le plus tôt possible aussi parce que la concurrence elle est mondiale aujourd'hui. Et donc derrière il faut être meilleur que les autres si tu veux y arriver. Et donc pour ça, oui, il faut bosser beaucoup et au plus tu bosses tôt beaucoup, au plus tu vas gagner du temps. Parce que travailler, c'est quoi? C'est d'apprendre en fait. Et au final, il y a ceux qui vont beaucoup apprendre à l'école, il y a ceux qui vont apprendre à l'école et apprendre de la vie, et puis il y a ceux qui ne vont pas aller à l'école et qui vont apprendre de la vie. Mais au final, c'est toujours une question d'apprentissage. Puis après, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est plus intéressant de passer 12 heures par jour devant sa PS4 ou de faire comme toi, venir faire des podcasts,
de bouger, d'apprendre, de lire mon parcours, de parler avec des gens comme moi, de parler avec d'autres personnes, de t'intéresser à la vie, à l'actualité. Moi, je pars du principe que c'est mieux d'apprendre. Je ne critique pas ceux qui vont passer 8 heures, 10 heures ou 12 heures sur la PS4, c'est leur histoire. S'ils aiment ça, qu'ils continuent. Mais moi, en fait, ce que je ne veux pas trop entendre, c'est ceux qui ne font rien, qui critiquent ceux qui font et qui réussissent, et qui ont des ambitions extraordinaires en ne faisant rien. Ça me pose un problème. Si par contre, tu es heureux comme ça dans ta vie, que tu passes ton temps à être sur la PS4 ou à ne rien faire, j'ai pas de problème. Mais juste, critique pas ceux qui font et n'aie pas des ambitions démesurées parce que tu seras déçu. Ouais. Si par contre, tu te donnes au maximum, que tu apprends tous les jours, que tu es meilleur chaque jour que ce que tu étais la veille, que d'ailleurs tu essaies d'avoir le bon entourage, parce que l'entourage c'est extrêmement important, qui te porte vers le haut. Et au final, tu réussiras. Et il n'y a pas d'âge pour réussir aussi. Tu peux très bien te dire, moi les premières années de ma vie, je profite et plus tard, je travaillerai plus. Tout est possible. Okay. Il n'y a pas de situation idéale. Ce qui est sûr, c'est que en général, au plus tu vas travailler, donc déjà le travail, c'est un point important. L'entourage, c'est un point important. Construire sur la durée, c'est un point important. Ne pas vouloir tout de suite. Avoir la patience, se dire ok, j'avance. Déjà là, tu as déjà des ingrédients forts avec toi. Parce que là, on a une génération aussi où on veut tout de suite. À cause d'Internet, tout est plus rapide comparé à toi, ta génération. C'est ça. Et au final, moi jeune, comme tu dis, ma génération à l'époque, ils avaient beaucoup plus de temps. Moi jeune, je voulais, j'avoue, aller vite aussi, un peu comme la nouvelle génération. De toute manière, moi, je me retrouve un peu dans la nouvelle génération parce que je suis comme beaucoup, j'ai jamais eu d'attention, parce que je suis aussi hyperactif, parce que je veux beaucoup de choses aussi rapidement, parce que j'ai toujours voulu aller très vite. Mais en même temps, mon expérience me fait dire que c'est bien de vouloir aller vite, mais c'est bien aussi de construire. Et tu ne peux pas tout vouloir tout de suite. Okay. Moi, je suis très heureux de m'être planté, on en parlait tout à l'heure, à 24 ans, parce que, au final, tu as appris. J'ai beaucoup appris. Et j'ai appris qu'au final, un succès, ça se construit. Sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On sait pas, moi je ne sais pas si dans 1 heure, mon cœur ne s'est pas arrêté ou si je suis là encore dans 10 ans, dans 20 ans ou même dans 50 ans. Moi je crois que c'est possible que demain notre génération puisse vivre jusqu'à 120 ans ou jusqu'à 130 ans. Je crois à l'intelligence artificielle, je crois au transhumanisme, je crois beaucoup justement à la robotisation, je crois à l'être humain augmenté, ou peut-être que demain, avec les nouvelles technologies, on va se mettre une puce, tac, et demain on va aller beaucoup plus vite et je vais apprendre 5 langues en 3 minutes. Le fait que j'ai des problèmes au niveau des genoux, peut-être que d'ailleurs on mettra 2 puces et que mes genoux, je vais courir beaucoup plus vite. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que j'aime bien me projeter. Parce que si tu te projettes vers le futur, automatiquement, déjà, tu ne vas pas ruminer tes problèmes du passé. Je reprends l'exemple de l'attaquant qui rate un but, qui passe son temps à penser au but qu'il a raté, jamais il marque le prochain. Par contre, l'attaquant qui oublie qu'il a raté l'occasion et qui va être déjà dans l'action suivante, et qui est dans la tête de devenir le meilleur buteur de son club, le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur d'Europe, automatiquement, lui, il va toujours courir pour y arriver, il va se poser peu de questions. C'est un peu moi ma philosophie. Est-ce que je fais des erreurs? Oui, tous les jours. Et j'en commets beaucoup d'erreurs. Mais au final, j'essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs et j'essaie d'apprendre de chacune des erreurs pour m'améliorer chaque jour. Ouais. Avant de venir, je me suis beaucoup documenté sur toi et j'ai aussi remarqué que tu aimes tout planifier. Ouais. Tu aimes vraiment tout planifier à court, moyen, long terme. Moi, personnellement, de mes expériences, je suis différent de ceux qui ont eu à t'interviewer. Moi, je suis toujours en construction. J'ai remarqué que quand je planifie, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des petits trucs qui font qu'au final, ça ne se passe pas comme prévu. Et je ne sais pas, est-ce que toi, ça se passe aussi comme ça pour toi ou... Ça ne se passe jamais comme prévu. Okay. L'intérêt de planifier, il est où? Il est que tu as ta ligne conductrice. Je parle toujours, là tout à l'heure, je vais donner une intervention pour le workshop, où justement,
je vais parler justement de la force du plan. En fait, c'est bien d'avoir une vision à long terme. Voilà. Moi, les visions, c'est toujours à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bientôt, je vais sortir un livre avec le plan 3000, de l'an 3000. Donc, j'adore me projeter à long terme. Après, évidemment, mon ambition, elle est toujours plus courte. Mon ambition, elle est à 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et après, je vais me mettre des objectifs à 3 ans. Et après, je vais décliner les objectifs à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à 9 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, demain, aujourd'hui. Donc, je vais décliner tous mes objectifs de manière hyper réduite. Et après, je vais évoluer. Regarde, Wemanity, lorsque je l'ai créé en 2013, j'ai fait une journée complète avec mon directeur financier. Je dis voilà, dans 7 ans, on est en 2013, en 2020, on fera 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on est très bon, on fera 100. Si on n'est pas très bon, on fera 60. Donc on va s'organiser dès aujourd'hui pour créer une société qui va faire plus ou moins 80 millions. Et on va organiser le plan. En 2020, on faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que nous avons réalisé l'intégralité de ce qu'on a dit? Pas du tout. Donc le plan a pivoté, on a pivoté 10 fois. Il est amené à changer. Il a changé. Par contre, la ligne conductrice était là. Okay. Et donc même si ça a évolué 1000 fois et la boîte que j'avais en tête ne ressemble pas à la boîte de la fin, en tout cas la boîte en 2020, c'est pas grave. On avait planifié. Entre-temps, on a pivoté. Mais pour un résultat qui est quasiment équivalent. Et le fait d'avoir l'idée, moi c'est pareil, moi je planifie, mon planning il est à 18 mois. Quasiment. Et donc je sais où je serai dans 18 mois. Mais je sais à peu près. C'est comme mes points. J'ai à peu près entre 60 et 70 hebdos par semaine avec des personnes différentes. Est-ce que je les suis toutes les semaines? La réalité, je suis 80%. C'est-à-dire que je fais à peu près 3 hebdos mensuels avec mes équipes. En général, j'en rate à peu près 1 par mois parce qu'il y a des rendez-vous qui se chevauchent, parce que parfois je fais du surbooking, etc. Mais dans l'ensemble, je suis le plan approximativement. Et il n'empêche que je peux pivoter. En fait, c'est plus facile. Ce que je dis souvent en anglais à mes équipes, freedom in a framework. La liberté dans un cadre. Si tu as un cadre après, tu peux être libre, tu peux changer. D'ailleurs, la vie te fait changer les choses. Mais au moins, tu sais que dans l'ensemble, tu suis ta ligne conductrice. Si par contre, tu n'as pas de plan, je vais te prendre l'exemple, ta vision, c'est ta destination. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'ambition. Donc c'est comme si tu prends la voiture et tu ne sais pas où tu vas. Tu peux rouler. Donc ça, c'est l'étape 1, avoir ton ambition. La deuxième, avoir ton plan. Aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais moi, déjà, à mon époque, il n'y avait pas de GPS, donc je me perdais tout le temps. Aujourd'hui, on a l'avantage qu'il y a un GPS. Ben, ton plan, c'est ton GPS. Si tu pars, que tu sais où tu dois aller, c'est déjà bien, mais si tu n'as pas le Waze, tu fais comment? Tu fais comment pour t'orienter si tu n'as pas, ton Waze, si tu n'as pas ton plan? Ben, tu t'orientes pas et tu te perds. Ben, l'entrepreneur, pour moi, c'est pareil. S'il n'a pas son plan, il se perd. Parce que ça évolue tout le temps, comme tu dis. Mais si tu n'as pas ta ligne conductrice, ben, dès qu'il y a un problème, tu te dis « Ah ouais, il y a un problème, je vais où ?» Tu ne sais plus où tu vas. Ouais. Si par contre ton plan est clair, tu as un problème, tu t'adaptes, tu changes ton plan et tu continues ta trajectoire. Ou tu prends une autre trajectoire, mais au moins tu sais où tu dois aller, tu t'es trompé de rue, ou il y a eu un problème, tu prends une autre rue pour arriver à la même destination. Ok. À présent, je voulais te demander, Wemanity, vous faites de l'agile. Moi-même étant chef de projet, ça me parle un tout petit peu, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, jusqu'à maintenant, du moins jusqu'à il y a peu de temps, tous les projets, majoritairement des projets informatiques, fonctionnaient ce qu'on appelait en cycle en V. Le cycle en V,
Pour le résumer, c'est à partir du moment où on a une idée, on va d'abord réaliser tout ce qu'on va appeler les spécifications, c'est-à-dire écrire un cahier des charges dans lequel on va avoir un cahier des charges technique, cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire sur le métier. Ça va prendre plusieurs mois. Après, on va commencer à choisir le chef de projet, choisir l'équipe. L'équipe, après, il va y avoir toute l'équipe de développement qui va développer un projet. Dans l'équipe de développement, tu vas avoir d'abord ceux qui font la partie développement technologique, tout ce qui est programmation. Après, une fois que la programmation est faite, tu vas aller faire, donc tu descends dans le V du cycle en V, tu vas aller faire après les tests. Après les tests, tu vas aller faire la mise en production, si ça a pris, etc., jusqu'à la fin. Et à la fin, le produit va sortir. Mais ça, ce sont des cycles parfois qui peuvent, dans les grandes entreprises, prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire peut-être parfois peuvent ne jamais sortir s'il y a des problèmes. L'agile, c'est le contraire de ça. L'agile, c'est ce qu'on va appeler du cycle itératif. C'est-à-dire que dès le début, tu vas être capable non pas de faire les choses de manière séquentielle, les unes après les autres, mais de manière itérative. C'est-à-dire que tu vas monter dès le début une équipe, dans l'équipe, tu vas mettre tous les membres de l'équipe, de A à Z, qui vont travailler sur une équipe, qui va être orientée produit et pas projet. Qui dit produit dit orientation client. Donc en fait, dès le début, tu vas t'orienter sur le besoin du client. C'est-à-dire que tu vas commencer par aller voir le client. Alors que là, le client, dans le cycle en V, tu vas le voir à la fin. Pour savoir si ça marche. Là, le client, tu le vois dès le début et tu lui demandes dès le début ce qu'il veut. Et puis les besoins du client peuvent évoluer au gré du marché aussi. À un moment, si tu as un cycle en V pour lancer, elle était une grosse banque, je ne vais pas dire de nom, et tu veux lancer une nouvelle app bancaire, si le projet sort dans 3 ans, en 3 ans, il y a pu avoir 10 startups qui sont venues et qui l'ont développé. Et donc si dès le début, tu vas t'orienter sur le besoin du client et tu vas partir sur des cycles qui ne sont pas de 2-3 ans, mais des cycles d'1 semaine, voire 4 semaines max. Donc du coup, tu es sur des cycles courts, en permanence. Tu as ce qu'on appelle le product owner, celui qui est orienté sur le produit, qui va être là, qui va remonter les besoins du client et qui, lui, en permanence, va faire le lien entre le client et l'équipe. Et donc, automatiquement, cette personne-là va être capable de s'adapter. L'agilité, en un mot, du moins en 3-4 mots, c'est l'adaptation permanente au changement. Et le client, il est vraiment... Et le client est toujours au centre, alors que sinon, le client est à la fin. Et en fait, cette méthode-là, c'est une méthode dont je suis devenu avec Wemanity un pionnier et une référence dans le monde, parce que je n'étais pas le premier à le faire, j'étais l'un des premiers. Par contre, peut-être le premier ou l'un des premiers à le scaler à grande échelle pour les grandes entreprises. Et moi, c'est parce qu'à la fin des années 90, en étant aux États-Unis dans les startups, j'ai vu comment ces startups-là fonctionnaient. Dans toutes ces startups, à l'époque, on ne parlait pas du mot agile, ça n'existait même pas. Juste, on travaillait, mais avec une capacité de rapidement créer puis scaler le modèle. Et après, il y a eu des sociétés qui ont réussi, comme Google, Amazon, Facebook, et qui, elles, ont appliqué ces méthodes-là dès le début. Et moi, en fait, mon rôle a été, avec Wemanity, pendant plus de 10 ans, d'accompagner, c'est toujours le cas, d'accompagner les grands groupes ou des scale-up à être capables justement de mettre en place ces méthodes-là, ce qu'on appelle les méthodes agiles, justement, pour améliorer leur process, pour réduire ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire le moment où on décide de lancer un produit et le produit sort, et aussi d'accompagner nos clients dans leur transformation culturelle, c'est-à-dire vraiment transformer le mindset de nos clients. Ensuite, la transformation organisationnelle, casser les silos pour travailler plus en équipe que travailler en projet, en équipe produit plutôt qu'en équipe projet, et en équipe pluridisciplinaire, et enfin s'attaquer aux pratiques technologiques et être capable de mettre en place toutes les dernières technologies, web, DevOps, data, IA, auprès de nos clients, et que derrière les clients puissent adresser ces nouvelles technologies assez facilement avec le bon mindset et la bonne organisation. Et à présent, qu'en est-il des pays en voie de développement? Notamment, moi je suis africain, je suis obligé de parler des nôtres. Moi j'ai plein de projets pour mon continent, mais comme tu le disais, chez nous aussi les trucs prennent énormément de temps. Est-ce qu'avec Wemanity, vous avez déjà eu à bosser sur place là-bas? Alors déjà, moi j'ai ouvert il y a 6 ans Wemanity au Maroc.
Okay. Pour développer aussi l'Afrique. Bon, après, il y a eu le Covid, ça a été un peu plus lent, etc. Aujourd'hui, si tu me poses la question, quels sont les marchés d'avenir? Je mettrais en tout premier la partie Middle East Africa. Donc pour moi, le Moyen-Orient et l'Afrique sont les marchés de demain. J'y crois fondamentalement. C'est pour ça que je passe de plus en plus de temps, depuis quasiment 6, 9 mois, 1 an, au Maroc. Et également, on a de plus en plus de projets avec Womenity sur le Moyen-Orient, en Égypte, à Dubaï, aux Émirats, en Afrique. On a commencé à intervenir aussi, faire des conférences aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à faire des grosses conférences là-bas, commencer à évangéliser. Et je crois beaucoup à ces marchés parce qu'il y a une dépopulation extrêmement, surtout des populations jeunes, extrêmement ouvertes aux nouvelles technologies. Et je pense comme les 2-3 dernières décennies, on a vu la Chine et l'Inde qui partaient avec du retard technologique, adopter très rapidement les nouvelles technologies et prendre le pas. Je suis convaincu que sur les 2-3 prochaines décennies, les marchés africains et moyen-orientaux ont de beaux jours devant eux et je suis certain que ça va être la même chose que ce qui s'est passé avec l'Asie et l'Inde où vraiment ils ont pris une rapidité, ils ont pris le fast track et derrière ils sont passés, ils n'ont pas eu la vague de l'ordinateur, ils ont directement eu la vague du mobile et tout de suite après ils ont pu adopter les nouvelles technologies très rapidement et je suis sûr qu'avec les méthodes agiles, avec l'intelligence artificielle et avec tous les programmes qui sont en train d'être faits, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, tous les programmes d'incubateurs, de start-up, de nouvelles écoles, je suis sûr que vraiment les marchés vont être exponentiels. Et moi, je pense que sur les prochaines décennies, je vais aussi m'impliquer de plus en plus sur ces marchés. En tout cas, tu es le bienvenu. Merci. Je t'invite chez moi. Moi, je suis originaire du Togo et tu es le bienvenu. Si tu devais... Togo, Adebayor, t'as connu? Exactement. Et d'ailleurs, peut-être je vais faire un podcast avec lui cette fin d'année. Excellent. Peut-être. Si tu devais reprendre à zéro avec 1 500 €, quel serait ton plan d'action toi aujourd'hui? Alors, je devais démarrer avec 1 500 €. Un peu la méthode agile, c'est-à-dire que l'agilité, c'est vraiment partir avec très peu de moyens et tester. C'est-à-dire que ça dépend du projet que j'ai, mais moi, 1 500 €, c'est déjà beaucoup d'argent pour partir. Ah ouais? C'est déjà suffisant, oui, parce que tu n'as pas besoin. T'as besoin de quoi? Parce qu'il y a des gens, ils ont 1 500, ils se disent c'est pas assez, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup d'argent, 1 500 €. Tu peux tester beaucoup de choses avec 1 500 €. Tu sais, t'es déjà tout seul, ça ne te coûte rien de tester sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est gratuit d'aller sur Instagram, TikTok, LinkedIn et tester ta communauté. Peu importe le produit que tu veux vendre. Demain, tu veux vendre un produit. Je sais pas moi, un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra que je vois là. Demain, ou peu importe, un nouveau lisseur pour les cheveux, un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle paire de baskets, un nouveau t-shirt, tiens, tu lances un nouveau t-shirt. Tu sais quoi, tu le montres sur les réseaux, tu crées ta communauté, tu demandes qui est intéressé pour l'acheter, ça ne te coûte pas 1 500 € de faire des t-shirts. Et les 10 t-shirts, tu les montres auprès de différentes personnes, les réseaux sociaux c'est gratuit, tu essaies d'en parler, de créer ta communauté sur les réseaux, tu commences pourquoi pas à essayer justement d'interviewer des gens qui font des t-shirts, des stars, tu parlais d'Adebayor, des joueurs de foot ou des gens qui sont un peu connus, des influenceurs, essayer de créer ta communauté là-dessus, c'est gratuit. Et puis pourquoi pas, tu peux dire voilà, dans 3 mois je vais lancer une nouvelle collection, le t-shirt je l'achète à 4 €, si vous voulez, pour les 100 premiers je le vends à 6 €, vous occupez des frais de port, voire même je prends qu'1 € dessus. Mon objectif c'est d'en vendre 1 500, regardez ils sont sympas mes t-shirts, et derrière de 1 500 tu te refais 1 500 €. Voilà, et c'est juste un exemple, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin et tu testes. Si ça ne prend pas, tu as perdu quoi? Tu as perdu 5 t-shirts, tu as perdu 50 €. Il te reste 1 450 €. Voilà, et y aller vraiment étape par étape. Et après, progressivement, je te dis, voilà, mon objectif, j'ai 1 500, c'est de me faire avec mes 1 500 € 3 000 €. Allez, donc il faut que je double. Comment je fais pour doubler? Ok. 3 mois plus tard, ça y est, j'ai atteint 1 500 € de plus. Ou j'ai pas atteint, mais je n'ai dépensé que 50 €. Donc avec les 50 € que j'ai dépensés, j'ai atteint combien? J'ai atteint peut-être que 200 €. C'est déjà bien, ça veut dire que tu peux faire x4. Maintenant, tu as mis 50 €, essaie de mettre 200 € pour faire 800 €.
et ainsi de suite. Et comme ça, déployer, en fait, il n'y a pas de petits montants. 1500, c'est bien. Moi, je te promets, j'aurais été content d'avoir 1500 € quand j'ai débuté. J'ai débuté avec 0. Ou sinon, après, si tu penses que tu as besoin de plus, tu vas faire en sorte de bosser pour avoir plus. Mais pour moi, je pars du principe que aujourd'hui, à la différence de mon époque, à l'époque, les sites web, je les vendais à $1 million. Un site web? Ouais, aujourd'hui, ça vaut 500 €, aujourd'hui, un site web, 1000 €. Et encore, tu peux le faire tout seul, ton site web. Voilà. Et l'idée, tu n'as même pas forcément besoin du site web aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, tu peux tout faire tout seul. Donc vraiment, pour moi, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour réussir. Juste, il ne faut pas vouloir se dire qu'en 3 mois, tu vas gagner des millions. Mais si en 3 mois, tu arrives à doubler ta mise, c'est déjà très beau. Effectivement, très beau plan d'action pour vous si vous voulez vous lancer. JC vous a donné une pépite là. Un point aussi que je voulais à tout prix aborder. Il n'y a pas longtemps, on t'avait dit que tu finirais dans une chaise roulante. Et on te voit en train de courir des triathlons, des marathons. Par quel miracle cela est possible? Alors, il y a 2 éléments. Le premier, c'est quand même... le premier, j'en parle tous les jours, c'est le mindset. Le mindset, le plan. Tout ce que je viens de te dire, professionnellement, je me l'applique personnellement. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'était il y a longtemps quand même, ça m'a dit à 28 ans que je finirais sur un fauteuil parce que j'ai plus de cartilage. Aujourd'hui, tu en as combien? J'en ai 48, donc c'était il y a 20 ans. Okay. Et pendant 12 ans, j'ai fait que travailler et j'ai pas fait de sport. Comme j'ai pas fait de sport, parce que tu sais, on dit souvent oui, on n'a pas le temps. J'étais le premier à dire j'ai pas le temps de faire du sport. Et puis en plus je me disais j'ai pas le temps, et 2, de toute manière, si je fais trop utiliser mes cartilages et mes genoux, je finirai sur un fauteuil plutôt que prévu, j'ai pas envie. Et puis à 40 ans, on m'avait dit maximum sous 10 ans. Et puis à 40 ans, ça faisait 12 ans, je n'étais toujours pas sur un fauteuil. Donc je me suis dit c'est génial, la vie s'offre à moi. Chaque jour qui va passer où je passe sur un fauteuil roulant, c'est une journée de gagner. Et puis là, j'ai commencé à me renseigner en me disant, bon, déjà, je vais essayer, parce qu'on m'avait dit, tu peux avoir une opération, mais il y a une chance sur 2 que ça marche, il y a une chance sur 2 que ça ne marche pas. Donc je t'avoue, avoir une chance sur 2 de me retrouver sur un fauteuil, ou une chance sur 2 d'avoir des genoux qui fonctionnent bien, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de tenter. Je me suis dit, être joueur, oui, mais joueur avec ma capacité de mobilité, je me suis dit, non, là, je ne vais pas jouer. Je me suis dit, je vais attendre le futur, qu'il y ait des technologies suffisamment puissantes pour que le 50% de chance de finir sur un fauteuil peut-être puisse finir à 5% ou à 10%, voire moins. Et là, je pourrais jouer. Et en fait, à 40 ans, je me suis retrouvé où j'avais plus, où j'étais pas sur un fauteuil, où j'avais toujours mal aux genoux, parce que j'ai toujours mal aux genoux. Et puis là, j'ai commencé à me renseigner, je suis allé voir des kinés, je suis allé voir des ostéopathes, je suis allé voir des nutritionnistes, je suis allé voir tous les corps de métier du corps médical qui pouvaient m'aider. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, en fait, d'abord, évidemment, au plus t'es gros, entre guillemets, au plus tu vas peser sur tes genoux. Ouais, parce que... Donc déjà, il a fallu faire un premier régime alimentaire. Déjà, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Mais pareil, j'ai utilisé le plan, j'avais un cahier, je regardais tous les jours ce que je mangeais, le nombre de calories, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai perdu 15 kilos, j'ai déjà moins mal aux genoux. Et puis après, il y a des kinés qui m'ont dit, il faut travailler tes quadriceps. Donc j'ai travaillé mes quadriceps pour éviter que derrière, ma rotule puisse trop bouger. Et du coup, les quadriceps te permettent de fixer ta rotule. Donc j'ai travaillé mes quadriceps. J'ai travaillé mes quadriceps et du coup, j'ai commencé à courir. Parce qu'au final, c'était pas mal de courir. Il fallait pas que je cours trop longtemps. Et j'ai commencé à courir 1 kilomètre. Et puis j'avais des enfants jeunes. Mes enfants, je les voyais courir, pas moi. Je me suis dit, c'est dommage. Moi, mon objectif, justement, de vision à 80 ans, ce serait de pouvoir courir et continuer de faire du foot avec mes enfants. Donc je me suis dit, c'est bien, mais donc il faut que je travaille mon corps. Et donc j'ai commencé à me faire un plan de nutrition. Donc j'ai commencé à prendre des cours aussi de nutrition sur Internet, à faire des formations de nutrition pour bien manger. J'ai commencé aussi à prendre un coach de sport pour être capable justement de savoir quels muscles travailler, etc., comment travailler ma mobilité, etc. J'ai commencé à me faire un plan, me dire voilà, tous les jours tu vas faire du sport. Et depuis maintenant 8 ans, je fais du sport quasiment tous les jours, tous les matins.
Je connais les muscles que je dois travailler au niveau des genoux, au niveau des mollets, au niveau de la ceinture abdominale. Vraiment, je travaille tout de manière assez robotisée avec un plan. Et comme ça, grâce à la force du plan, j'arrive à mes objectifs et aujourd'hui, je suis capable, malgré mes problèmes de genoux, j'ai fait beaucoup de boxe aussi pendant 6-7 ans. Alors bon, là, j'ai dû arrêter parce que j'ai fini à un moment où j'étais un peu tout cassé. Donc, je travaille donc moins de boxe, mais par contre, justement, plus de travail foncier. Un peu comme le font les footballeurs, du travail foncier justement, pour tonifier mes muscles, pour travailler justement tout ce qui est, je disais, les abdos, le dos, être capable de travailler les quadriceps, les ischios, donc vraiment toutes les parties du corps qui peuvent me permettre justement d'améliorer ma condition personnelle et de pouvoir être encore en bonne santé à 48 ans et de pouvoir faire des semi-marathons, de pouvoir faire des triathlons régulièrement. Ouais. Ok. Bon, je vais encore changer de sujet, je vais passer du coq à l'âne. Mais tu es investisseur. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à un jeune pour réussir sa levée de fonds? Par exemple, moi qui veux faire un projet en Afrique, quel conseil tu me donnerais ou comment est-ce que je devrais m'y prendre? D'accord. Le premier, montre que tu es capable de gagner de l'argent, de faire du chiffre d'affaires et d'être rentable. Et là, une fois que tu as montré que tu savais faire, là, tu vas lever de l'argent, non pas pour créer, mais pour développer, pour scaler. Et là, tu vas demander de lever de l'argent, un peu d'argent, pour scaler davantage. Et là, si l'argent que tu lèves pour scaler fonctionne, là, tu vas aller voir des investisseurs pour emprunter ou pour lever davantage d'argent, pour scaler encore plus, et ainsi de suite. L'argent, il ne faut pas le prendre au début, il faut montrer d'abord. Après, c'est pas partout pareil. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, tu vas trouver des boîtes qui perdent de l'argent et qui arrivent à lever des fortunes. Mais ça, c'est dans la Silicon Valley. Ça peut être un peu sur le marché américain, mais sinon en Europe, et c'est pareil en Afrique, au Moyen-Orient, il faut quand même montrer. Et c'est bien de montrer que tu es capable de gagner de l'argent. Ça veut dire que tu as prouvé, et maintenant que tu as prouvé, on va t'accompagner. Et donc ça, pour moi, c'est le conseil numéro 1. Le deuxième, c'est n'aie pas peur de montrer tes qualités et de montrer ton projet. Parce qu'il y en a qui disent « Ah non, mais je ne veux pas vous présenter le projet parce que c'est confidentiel, etc. » Toutes les idées, en fait, la réussite, ce n'est pas ton idée, c'est ta capacité à exécuter ton idée. Ton idée, c'est 1%. D'ailleurs, personnellement, je préfère une idée moyenne, mais avec quelqu'un qui sait exécuter une idée moyenne, plutôt que quelqu'un qui arrive avec une idée extraordinaire, mais qui ne sait pas l'exécuter. Ok, merci beaucoup. Bon, le podcast touche presque à sa fin. Merci beaucoup, JC, pour ce temps que tu nous as accordé. Quelle personnalité inspirante tu aimerais voir lors du prochain épisode? Alors déjà, avant de te répondre à cette question, je vais te remercier déjà pour m'avoir invité et si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que tu as été un peu insistant, entre guillemets, et pour moi c'est une qualité. Et quand on est insistant, effectivement, je vais être tenté d'accepter. À la base, je t'avoue, je reçois tous les jours beaucoup de demandes, voilà, de me rencontrer, des demandes pour faire des podcasts. Et au final, j'en fais assez peu. Parce que, j'ai pas le temps. Et deux, parce que je veux pas passer ma vie dans les podcasts. Et si j'ai accepté, c'est parce que j'ai bien aimé ton approche, où tu as insisté, tu as essayé sur plusieurs canaux. Après, je t'ai dit que j'ai pas le temps, mais tu as quand même insisté. C'est pour ça que je l'ai fait. Je suis très heureux de l'avoir fait avec toi. Tes questions, je les ai trouvées intéressantes, pertinentes aussi. Merci pour ceux qui écoutent. Et pour répondre à ta question, qui pourrait être le prochain? Franchement, moi, je suis un fan de foot, donc tu parlais d'Adebayor, qui est togolais, avec plaisir. Ouais. Ça marche. Quand je le rencontre, promis, je te ramène un maillot. Super, nickel. Très bien les amis, comme vous pouvez le voir, le podcast il est terminé. JC, il a partagé énormément de valeur. Alors je vous invite à être très attentif et à utiliser toutes ces connaissances-là à votre avantage. Sur ce, moi, comme je vous l'ai dit au début, abonnez-vous, partagez cette vidéo, surtout lâchez un commentaire pour améliorer le référencement et je vous dis ciao, à la prochaine.